Je reviens brièvement sur la fin des structures, enfin, de l'extrait des structures élémentaires de la parenté de Claude Lévi-Strauss. Donc, Lévi-Strauss va expliquer à la fin de l'introduction des structures élémentaires de la parenté, il va expliquer que euh, le concept de nature peut encore avoir une utilité en sociologie. Est naturel, va dire Lévi-Strauss, et je vais lire le texte tout de suite, ce qui relève de l'universel dans le comportement humain. Ce qui relève de l'universel dans le comportement humain. Je lis le texte. Et ensuite, j'explique les implications que ça peut avoir en sociologie. Partout, partout où la règle se manifeste, nous savons avec certitude être à l'étage de la culture. Symétriquement, il est aisé de reconnaître dans l'universel le critère de la nature. C'est page combien 3. Car ce qui est constant chez tous les hommes échappe nécessairement au domaine des coutumes, des techniques et des institutions par lesquelles leur groupe se différencie et s'oppose. À défaut d'analyse réelle, le double critère de la norme et de l'universalité apporte le principe d'une analyse idéale qui peut permettre, au moins dans certains cas et dans certaines limites, d'isoler les éléments naturels des éléments culturels qui interviennent dans les synthèses de l'ordre plus complexe. Posons donc que tout ce qui est universel chez l'homme relève de l'ordre de la nature et se caractérise par la spontanéité, que tout ce qui est astreint à une norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif et du particulier. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, alors, il y a un premier étage, on va dire, de l'explication, qui consiste à dire que partout où se manifeste l'universel dans le comportement humain, on peut parler de nature, et partout où se manifeste le particulier, on peut parler de culture. Or, et le problème est toujours le même, oui, universel, nature, particulier, culture. Tout ce qui est universel dans le comportement humain relève de la nature. Tout ce qui est particulier et donc variable dans le comportement humain relève de la culture. Mais le problème est toujours le même. Comment déceler ce qu'il peut y avoir d'universel dans le comportement humain? Et quel statut lui donner à cet universel? C'est tout l'objet et c'est tout l'enjeu de ce qu'on va appeler le structuralisme. Le structuralisme en sociologie, mais également en littérature. C'est d'ailleurs en littérature qu'on voit apparaître cette méthode et cette théorie. Qu'est-ce que c'est que le structuralisme? Le structuralisme, c'est une théorie qui va postuler que sous les variations de certaines pratiques culturelles, il existe des structures qui ne varient pas.
Alors, c'est une théorie qui apparaît d'abord en littérature, et en particulier chez les critiques littéraires russes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il y a certains critiques littéraires qui vont remarquer qu'il existe dans tous les contes russes, les contes populaires russes, une structure narrative récurrente, qui revient sans cesse. Oui. La théorie, c'est que s'il y a certains éléments d'œuvres culturelles qui peuvent varier, il y a des structures qui vont rester absolument identiques. Alors la structure, ça veut dire le squelette de l'œuvre littéraire. Les grandes, et je vais essayer de l'expliquer en parlant de l'œuvre littéraire, et en particulier du conte de fées. Okay. Il y a des choses, c'est pas vraiment des choses, c'est la manière dont les choses sont faites qui ne va pas se renouveler. La structure narrative. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez étudié la structure narrative du récit, du genre situation initiale, événement perturbateur, résolution? Ça vous dit quelque chose, ça? C'est ça. C'est littéralement ça. Et c'est une idée qui est vieille d'un siècle, hein, voire de plus d'un siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un récit, au fond, il va y avoir des grandes étapes qui vont structurer le récit et qu'on va retrouver systématiquement, de manière systématique. Okay. Exactement. C'est la matière qui va changer. Okay. Et l'exemple le plus conscient qu'on puisse faire de cette théorie, c'est ce que George Lucas va faire dans Star Wars. Et on se rend compte en regardant Star Wars que c'est fait vraiment comme un roman de chevalerie, comme quelque chose de très très vieux en fait. C'est fait comme un roman de chevalerie du XIe siècle après Jésus-Christ, comme un truc du Moyen Âge si vous voulez. Et c'est pour ça que ça marche. C'est que la structure narrative est strictement la même que celle d'un roman de chevalerie, mais il y a des vaisseaux spatiaux à la place des destriers, si vous voulez, et des sabres laser à la place des épées. Mais stricto sensu, c'est la même structure narrative. Oui. C'est pas dans les livres russes en fait. C'est dans beaucoup, beaucoup, et c'est là que l'anthropologie intervient et que Claude Lévi-Strauss va mener un travail de titan. C'est dans de nombreux récits mythologiques, religieux, de cultures qui n'ont pas pu avoir de communication directe. Autrement dit, ce que Claude Lévi-Strauss va montrer, c'est qu'il y a des récits religieux de certaines tribus d'Amérique du Nord, dont on va retrouver la structure dans les contes russes, dans certains récits des civilisations mayas, dans certains contes de fées européens du XVIIIe siècle. Comment c'est possible? La réponse est on ne sait pas. Et c'est ça, d'une certaine manière, ce que Claude Lévi-Strauss appelle la structure, c'est qu'on va retrouver des structures narratives identiques dans des récits religieux, mais également récits populaires, type contes de fées, légendes, des structures narratives qui, dans des cultures qui n'ont pas pu avoir de communication directe. Et c'est ça l'universel, d'une certaine manière, qui va se manifester à travers les cultures. C'est que même si les éléments du récit vont changer, la structure narrative du récit, elle, va rester la même.
Et l'autre point sur lequel Claude Lévi-Strauss va beaucoup travailler, et en particulier dans ce texte particulier que sont les structures élémentaires de la parenté, c'est la structure familiale. Il y a un universel, dit Lévi-Strauss, de la structure familiale qui va tourner autour de deux impératifs. Premièrement, l'interdit de l'inceste. Oui. Deux impératifs qui vont vraiment structurer la cellule familiale pour Lévi-Strauss. Le premier impératif, c'est l'interdit de l'inceste. Il n'y a aucune culture dans laquelle l'inceste n'est pas un tabou. Oui. Quelle civilisation? Ah oui, alors ok. Euh, les pharaons, c'est pas des hommes, c'est pas des êtres humains, ce sont des dieux. Aux yeux de la société égyptienne, euh, Madame Pharaon et Monsieur Pharaon, c'est Isis et Osiris. Ce sont des réincarnations des dieux, ce sont des dieux vivants. Et donc, c'est l'exception qui confirme la règle, en fait. Seules les dynasties pharaoniques peuvent, et même doivent, avoir ce type de rapport, en tout cas promeuvent ce type de rapport euh, dans la population, on va dire, lambda. C'est un tabou terrible, terrible. C'est un sacrilège que d'épouser son frère ou sa sœur, ça c'est certain. Mais comme dans la mythologie égyptienne, Osiris et Isis sont à la fois mari et femme et frères et sœurs, il faut que le couple dynastique reproduise cette structure-là au sein de sa famille. Ça donne des produits assez compliqués hein, au bout de quelques générations, hein, c'est évident. Mais ce ne sont vraiment pas des êtres humains aux yeux des Égyptiens. Oui. C'est pas un inceste, hein, c'est jamais un inceste, c'est-à-dire que on évite explicitement les mariages entre cousins germains. On considère que c'est limite. Hmm. Comment ça? C'est pas toute la famille, la cellule familiale directe, si vous voulez. C'est oncle et nièce, père et fille, mère et fils, et frère et sœur. L'inceste, au sens strict du terme. Vaut mieux pas le faire, hein, c'est sûr. Mais légalement et techniquement, c'est pas un inceste. Ok. Et d'ailleurs, sur cette question-là des mariages interfamiliaux, Lévi-Strauss a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire qu'il va dire que quand, par exemple, des cousins se marient, c'est toujours, d'une certaine manière, une alliance du côté de la mère et jamais du côté du père. Ok. Et le deuxième impératif, justement, et j'y viens, le deuxième impératif de la cellule familiale, c'est l'exogamie. C'est-à-dire que c'est par les épouses, c'est par les femmes de la famille que les liens familiaux s'étendent.
Ça sera jamais par, on va dire, par les mâles au sein de la famille. Généralement, dans une société où c'est le fils aîné qui hérite, on va effectivement lui faire épouser une cousine qu'on a sous la main. Et les filles, en revanche, on va essayer de les placer dans d'autres familles. Et c'est vrai, si vous voulez, des sociétés tribales comme n'importe quelle famille paysanne européenne du Moyen Âge, on va essayer de les placer ailleurs pour accroître, on va dire, le réseau et la puissance de la famille. Et ça, dit Lévi-Strauss, c'est pareil. On ne s'explique pas pourquoi cette structure est récurrente dans des sociétés qui ne peuvent pas avoir eu de communication directe, mais elles le sont. Alors, si on est strictement darwinien, euh, on peut se dire, mais en fait, c'est pas un hasard si c'est ce modèle familial qui s'impose universellement, c'est simplement que génétiquement, l'inceste, au bout d'un moment, ça finit par produire des enfants totalement, je ne sais pas quel est l'autre terme qu'on peut utiliser pour parler d'enfants dégénérés, physiquement complètement affaiblis et intellectuellement, c'est pas brillant non plus. Euh, et surtout, on peut se dire aussi que l'exogamie, c'est ce qui va permettre à une famille de survivre, à des alliances de se former. Je crois que, Denise, vous aviez levé la main? Non? J'ai vu une main se lever, mais je ne me rappelle plus où. Ok, vous êtes retenu. Dommage. Ouais. C'est se marier en groupe, en gros, en dehors du groupe familial, mais c'est surtout le fait d'aller épouser une femme qui est en dehors du groupe familial. Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est toujours la mère qui apporte, qui vient apporter une nouvelle branche à l'arbre généalogique, en fait. Exactement. On a tendance à, et ça c'est une vieille tradition, enfin c'est une tradition qui est euh, universelle, selon Lévi-Strauss, on a tendance à sécuriser les alliances et en envoyant les femmes se marier à l'extérieur, si vous voulez, du noyau familial, alors qu'on va plutôt encourager les garçons, et en particulier les aînés, à se marier à l'intérieur de la cellule familiale. Oui, mais c'est une tendance, si vous voulez, qui va être structurelle. Je ne sais pas si vous voyez. Il va essayer, il va chercher, il va être encouragé à faire ça. Ah non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une tendance. Ce que Lévi-Strauss veut dire, c'est que c'est une tendance. C'est-à-dire que les familles ne vont jamais encourager les hommes à aller chercher, à sortir, si vous voulez, de la cellule familiale. C'est toujours les hommes, si vous voulez, qui vont, par exemple, transmettre leur nom à leurs descendants. Alors que c'est toujours les femmes, si vous voulez, qu'on va charger de sortir de leur cellule familiale, si vous voulez, pour aller, je ne sais pas moi, forger de nouvelles alliances. C'est très clair, si vous voulez, dans la manière dont les terres vont se transmettre en Europe, et en particulier en Europe occidentale. Le fils aîné va grandir et va hériter de la maison de son père, si vous voulez, alors que la femme qu'il va épouser va quitter la maison de son père pour aller s'installer chez son mari. C'est jamais l'inverse, si vous voulez. Et ça, enfin, si vous voulez, on le voit dans les récits bibliques, on le voit encore, et c'est une tradition qui perdure, si vous voulez, jusqu'au XXe siècle quasiment. Ça va pour tout le monde? Ok, j'espère que c'est un peu plus clair. Alors,
Du coup, la question qu'on peut se poser est de savoir si la pluralité des cultures, des modèles culturels, va signifier systématiquement leur opposition. Grand 2. La pluralité des cultures, est-ce leur opposition? La pluralité des cultures est leur opposition. Grand 2. La pluralité des cultures, est-ce leur opposition? Alors, grand A, problème, le titre est trop long. On va résumer ça, le problème de l'ethnocentrisme. Le problème de l'ethnocentrisme. Mmh. Quentin, j'entends pas. L'ethno. Ça veut dire, l'ethnos en grec, ça veut dire la culture. L'ethnocentrisme, ça va être le fait de considérer que sa propre culture est au centre de toutes les cultures, est au centre du monde. Alors, on va lire un texte, là encore, de Lévi-Strauss, qui date de 52. Il me semble que c'est un texte qui est à peu près contemporain des structures élémentaires, de la parenté, 48, des structures élémentaires. Pas beaucoup plus tardif. Alors, on va lire donc Race et Histoire, et en particulier l'extrait peut-être le plus célèbre de Race et Histoire, à savoir la question qui aborde la question du racisme, et qui essaye de comprendre ce que c'est que le racisme, et pourquoi il peut se perpétuer. Et en fait, pour poser le cadre conceptuel, en fait, la question du racisme, elle se comprend quand on pose, dit Lévi-Strauss, la distinction entre l'homme et l'animal, d'une part. C'est par ce clivage-là, c'est par cette distinction-là que le racisme va passer. Et d'autre part, ce qui se joue dans la question du racisme, c'est le rapport entre le particulier et l'universel. Donc, distinction homme-animal, distinction particulier-universel. Ouais. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est dans le cadre de... Ça va être le cadre conceptuel de ce texte. Alors, je vais lire le texte au fur et à mesure et le commenter au fur et à mesure. Pourtant, il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue aux hommes pour ce qu'elle est, un phénomène naturel résultant des apports directs ou indirects entre les sociétés. Ils y ont plutôt vu une sorte de monstruosité ou de scandale. Dans ces matières, le progrès n'a pas tellement consisté à dissiper cette illusion au profit d'une vue plus exacte, qu'à l'accepter ou à trouver le moyen de s'y résigner. Alors que dit Lévi-Strauss dans ce texte? Lévi-Strauss va tordre le cou à une idée reçue tout d'abord, c'est que la diversité des cultures et même leur diversification, le processus par lequel elles vont se différencier,
n'est pas le résultat de l'isolement des cultures, mais au contraire de leur proximité, des échanges interculturels. Ce qui fait que les cultures vont se diversifier, c'est qu'elles vont échanger. Et en fait, comme on vit à l'époque de la mondialisation, où il y a une culture hégémonique dominante, si vous voulez, qui a tendance à s'imposer à travers tous les pays, la culture américaine. On ne le voit plus, on ne comprend plus ce phénomène, mais dit Lévi-Strauss, ce sont les échanges interculturels qui ont produit la diversité des cultures jusqu'au XXe siècle. Alors pourquoi? Parce que plus deux cultures sont proches, géographiquement, mais aussi dans leur pratique, plus elles vont chercher à se distinguer l'une de l'autre. Donc plus les sociétés ont des échanges, sont perméables l'une à l'autre, plus elles vont chercher à se distinguer. On peut prendre un exemple qui est frappant, si vous voulez. Quand Alexandre le Grand arrive en Égypte, au IVe siècle, avant notre ère, on pourrait s'attendre à ce que l'Égypte devienne macédonienne, ou que les Macédoniens deviennent égyptiens. Or, ce qui va se produire, en fait, c'est une troisième culture. L'arrivée d'Alexandre le Grand en Égypte va produire une culture qui ne sera plus tout à fait macédonienne, plus tout à fait égyptienne, ce qu'on va appeler la dynastie des Ptolémées, la culture ptolémaïque. La rencontre de deux cultures va en produire une troisième, en fait. Ouais. D'une certaine manière, les deux cultures vont se rencontrer pour en former une troisième. C'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène de diversification culturelle. La culture égyptienne va subsister, la culture macédonienne va subsister, mais il va y avoir une troisième culture qui va émerger et apparaître. Okay. Enfin, c'est visible, si vous voulez, dans l'architecture des temples égyptiens. À partir du moment où les Ptolémées arrivent, euh, c'est des temples qui ne sont pas vraiment des temples grecs, mais qui ne sont plus vraiment des temples égyptiens au sens strict. Ça va devenir quelque chose de nouveau. Ouais, non, enfin, elles vont finir par disparaître, mais ça, si vous voulez, c'est plutôt l'effet de la colonisation romaine et ensuite de la colonisation arabe. À partir du moment où on parle plus l'égyptien, mais on parle arabe en Égypte, forcément, c'est des cultures qui vont disparaître. Et puis politiquement, euh, c'est plus rien en fait l'Égypte depuis en gros Cléopâtre c'est la dernière reine d'Égypte, c'est la septième il me semble Cléopâtre d'Égypte et celle-là si vous voulez c'est celle qui voulait redonner à l'Égypte le pouvoir qu'elle pouvait avoir sur la Méditerranée
il y a 3 siècles de cela, et c'est elle qui va enterrer l'Égypte en fait. Il n'y aura plus de monarque égyptien. Or, quand un pays n'est plus indépendant, si vous voulez, c'est compliqué pour lui de se maintenir dans sa civilisation. Typiquement, l'Égypte sous Ramsès, c'est l'équivalent à peu près de l'Empire ottoman, si vous voulez, en termes de taille, c'est-à-dire ça va vraiment de l'actuel Istanbul, ok, bah, il y a toute l'Égypte ancienne, si vous voulez, mais il y a aussi ce qu'on appelle la Cyrénaïque, c'est-à-dire la Libye. C'est énorme, c'est énorme. Euh, et ensuite, l'Égypte, c'est plus que Alexandrie, le Caire, et c'est à peu près tout, hein. Les grandes villes, si vous voulez, comme Thèbes, par exemple, vont être abandonnées par ceux qui les habitaient. Euh, Autre exemple, si vous voulez, de ce phénomène de pluralisation, c'est les grandes cités italiennes au Moyen Âge et à la Renaissance, qui vont développer des styles architecturaux complètement différents en fonction des comptoirs de commerce qu'ils vont implanter, qu'elles vont implanter. Ouais. C'est des styles architecturaux. Si vous allez à Gênes, par exemple, ou à Venise, vous allez vous retrouver avec des architectures complètement différentes. Et c'est en grande partie déterminé par le type de relations commerciales et le type de régions du monde, si vous voulez, avec lesquelles ces grandes cités vont faire du commerce, qui vont influencer leur architecture. Alors, on pourrait faire enfin, c'est presque une blague, hein, mais quand vous dites un Wallon, par exemple, c'est les Français de la Belgique, si vous voulez. Quand vous dites à un Wallon qu'il est français, ça le vexe énormément, si vous voulez. C'est comme si vous disiez à un Corse qu'il est français. Ça va le vexer dans sa susceptibilité. Corse avant tout, Wallon avant tout. Autrement dit, on peut avoir des cultures qui sont très très proches géographiquement, linguistiquement, etc. Le besoin de se distinguer va être le plus fort. Et, dit Lévi-Strauss, alors que la pluralité des cultures, c'est-à-dire leur diversification, est un phénomène naturel, on va le voir comme un scandale. Et un scandale qu'on a pu tolérer, enfin qu'on a pu surmonter que par la tolérance, en fait. Au lieu de voir ça simplement d'un point de vue scientifique comme un phénomène naturel. Dans ces matières, le progrès n'a pas tellement consisté à dissiper cette illusion au profit d'une vue plus exacte qu'à l'accepter ou à trouver le moyen de s'y résigner. Autrement dit, on en est venu à tolérer la diversité culturelle, au lieu de voir tout simplement qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Alors je poursuis la lecture du texte, sur 2 paragraphes. L'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela,
etc. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque puis gréco-romaine sous le nom de barbare. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Ce point de vue naïf, mais profondément ancré chez la plupart des hommes, n'a pas besoin d'être discuté puisque cette brochure en constitue précisément la réfutation. Il suffira de remarquer ici qu'il recèle un paradoxe assez significatif. Cette attitude de pensée au nom de laquelle on rejette les sauvages hors de l'humanité est justement l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. On sait en effet que la notion d'humanité... Ah, on sait... Alors, je voudrais que vous lisiez pour la prochaine fois, mais en fait pour la prochaine vidéo, je ne vous ferai pas face, je voudrais que vous alliez lire ce que c'est que la controverse de Valladolid. La controverse de, je ne sais pas prononcer le nom de cette ville en espagnol, Valladolid. V-A, 2-L-A. Oui, c'est un club de football aussi. Valladolid. Valladolid. Mais je ne sais pas où est l'accent tonique là-dedans. Lolid ou Lolid. Il n'y a pas d'accent sur le i. Bon. Bref, allez voir ça.